vous propose qu'on commence, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas très long. Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Agathe Faure, je suis conseillère personnes âgées au sein de la FEAP. Alors tout d'abord, en préambule, Madame la Ministre, au nom de l'ensemble des fédérations qui ont incité cet événement, nous souhaitions vous remercier d'être partie prenante à la signature de cette convention interfédération HAD EHPAD. Donc cette convention est l'aboutissement d'un partenariat entre 9 fédérations de l'hospitalisation à domicile et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et des deux, qui, pour ne pas les citer, sont la FAMCO, la FHF, la FHP, la FNADEPA, le GHMF, la Génération Mutualiste, la FNEAD, le CINERPA et la FEAP, qui ont participé ensemble à un projet commun dont le but était de faire intervenir davantage l'HAD en EHPAD. Et je rebondis parce que ça s'inscrit pleinement dans les travaux qui sont engagés par le ministère depuis plusieurs années sur l'HAD en ESMS. Donc pour mettre en place ce projet commun, ça a nécessité des réunions de travail sur plusieurs mois, des réunions de travail qui se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et constructive autour qui a abouti du moins à une enquête dont je vais vous présenter les résultats, mais également très prochainement à la réalisation d'outils qui vont permettre de développer l'HAD en EHPAD. Nous tenions également à insister sur le fait que ce groupe de travail pour l'ensemble des fédérations se traduisait par une volonté commune d'agir sur les conséquences liées à l'hospitalisation des personnes âgées fragiles, mais également d'impulser une dynamique auprès de nos adhérents respectifs pour qu'ils puissent travailler davantage ensemble, l'HAD et l'EHPAD. Donc je vous propose, au préalable des résultats de notre enquête, de revenir en quelques chiffres sur l'HAD en EHPAD. Donc, comme vous le savez tous, depuis 2007, les services d'HAD peuvent intervenir en EHPAD. Ça représente en 2013, l'HAD en EHPAD, 4% des journées d'HAD. Il faut noter qu'entre 2009 et 2013, ce chiffre a triplé. On peut passer à la suivante. Alors, sur ce petit graphique, nous voulions vous montrer le pourcentage des journées d'HAD réalisées en EHPAD région par région en 2013. Et donc là, on se rend compte qu'il y a une très grande variabilité de ce pourcentage selon les régions. On a par exemple dans une région 12,1% contre dans une autre 0,09%. Ce qui a été un facteur pour nous important pour déclencher une enquête. Donc nous avons décidé de faire une enquête de ce qu'était l'HAD en EHPAD. Ça nous a permis de faire un état des lieux de cette intervention, de pouvoir en tirer les bénéfices du recours de l'HAD en EHPAD, mais également de pouvoir pointer les pistes d'amélioration de ce recours de l'HAD en EHPAD. Alors nous avons fait une petite enquête qualitative qui s'est réalisée en 2 temps. Donc le premier temps, c'est que l'ensemble des fédérations, nous avons réalisé un questionnaire que nous avons adressé à des établissements d'HAD, qu'ils soient publics, privés ou privés non lucratifs, pour les interroger sur leur prise en charge en EHPAD. Puis, dans un deuxième temps, nous avons fait un deuxième questionnaire que nous avons présenté auprès des EHPAD qui étaient sur le territoire des HAD qui avaient été déjà enquêtés sur la manière dont ils recouraient à l'HAD. Alors, nos enquêtes nous a permis de faire plusieurs constats et aujourd'hui, nous semblait 2 constats importants de vous faire partager. Le premier, c'était les principales prises en charge réalisées en EHPAD par l'HAD. Donc, c'est essentiellement des pansements complexes et soins spécifiques, des soins palliatifs, des traitements intraveineux et la prise en charge de la douleur. Puis également de vous indiquer qui faisait appel à l'HAD en EHPAD. C'est essentiellement les équipes coordinatrices de l'EHPAD, le médecin hospitalier et le médecin traitant. Alors à noter qu'on s'est rendu compte que le plus dur était la première fois. Pour les EHPAD, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait le petit déclic qui leur permette de dire la première fois « Allez, j'y vais, j'ai recours à l'HAD ». Du principe où cette phase était passée, après, ils sont satisfaits de l'HAD et ils ont recours davantage à l'HAD. Alors, cette enquête nous a permis également de tirer donc, les bénéfices de ce recours à l'HAD. Donc, ces bénéfices pour les EHPAD, c'est essentiellement la réduction des nombres d'hospitalisations, la réduction des durées d'hospitalisation, l'amélioration de la qualité de vie des résidents, l'amélioration de la prise en charge des résidents,
mais également lorsque un résident est en prise en charge de soins palliatifs, pouvoir décéder dans l'EHPAD directement et non dans un établissement de santé, mais également de pouvoir instaurer une nouvelle dynamique au sein des équipes d'HAD. Alors bien sûr, les pistes d'amélioration, nous avons relevé qu'il y avait un manque de connaissances réciproques entre les services d'HAD et les EHPAD, aussi bien sur les utilités et les missions de chacun, mais également qu'il y avait une absence d'information, une communication entre les équipes d'HAD et d'EHPAD, également une absence de transmission. Donc il faut pouvoir mettre des outils pour que la relation entre l'HAD et l'EHPAD puisse bien se développer. Il manque également des anticipations des demandes de prise en charge d'HAD. Il faut davantage axer sur l'acculturation des médecins de ville et des médecins coordonnateurs. Et pour terminer, il faudra travailler sur les critères d'inclusion de l'intervention d'HAD en EHPAD parce que très régulièrement, les EHPAD ne savent pas à quel moment ils peuvent avoir recours à l'HAD. Alors, pour terminer notre constat, nous allons donner, nos pistes de travail pour le groupe pour les prochains mois. Ça sera de travailler sur les actions de sensibilisation, de promotion au recours à l'HAD en EHPAD, la diffusion de pratiques professionnelles et la réalisation d'une boîte à outils pédagogique et opérationnelle à l'intention des professionnels. Et donc, maintenant que nous avons fait un petit point sur notre enquête, je laisse la parole à Madame Hubert, qui est la présidente de la FNEAD, et Madame Arnès Momé, qui est déléguée générale du CINERPA. Bonjour à tous. Je vous oblige à un petit mouvement de translation de la tête. Simplement, bien évidemment, pour ne pas revenir sur ce qui a été excellemment présenté de cette enquête et qui témoigne bien des défauts encore que nous avons à combattre dans notre collaboration. Mais je voudrais souligner quand même quelques points. D'abord, depuis 2007, c'est-à-dire depuis bientôt 8 ans, qu'existe cette possibilité de collaborer entre établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et établissements d'hospitalisation à domicile. On a vu un progrès, on a vu effectivement être multiplié par 3 le nombre de journées qui ont vu cette collaboration s'effectuer, mais les chiffres sont trompeurs. Si effectivement il y a une multiplication par 3, cela ne représente que 4% des journées d'hospitalisation à domicile qui sont effectuées, parce que bien évidemment, pendant le même temps, l'activité globale de l'hospitalisation à domicile a beaucoup cru, elle aussi, et c'est pour cela qu'il faut faire attention à ce que nous puissions encore plus progresser. Et nous savons qu'il y en a un potentiel important. L'étude montre que des régions sont nettement en avance, que des collaborations renforcées se sont instituées entre établissements d'HAD et EHPAD. La voie est donc montrée pour les établissements pour suivre ce mouvement. Alors, nous avons qui plus est aujourd'hui certaines opportunités qui se présentent à nous. D'abord, il y a eu la circulaire signée en décembre 2013 par Marie-Saule Touraine, qui témoigne d'ambitions extrêmement importantes. Vous savez à quel point nous nous accrochons, nous acteurs de l'hospitalisation à domicile, à cette circulaire, parce qu'elle donne vraiment la direction qui est vers laquelle s'engager. Nous avons aujourd'hui un peu moins de 19 patients pour 100 000 habitants qui sont pris en charge. L'objectif, c'est d'atteindre 30 à 35 en 2018. Nous voyons qu'effectivement, il y a encore un chemin à parcourir, et nous savons que le gisement considérable qu'il y a dans les EHPAD pour une collaboration avec les HAD est bien évidemment très certainement un moyen d'atteindre ces chiffres. La deuxième chose, la deuxième opportunité, c'est le virage ambulatoire qui a été donné sur la loi de modernisation de la santé, qui bien évidemment répond pleinement et complètement au souhait que nous pouvons, nous, avoir de voir davantage une place offerte au domicile, et donc que ce virage ambulatoire puisse se faire. Là aussi, un certain nombre de points ont été repris, y compris de propositions que nous avons faites, notamment la FNEAD. Le troisième point, c'est qu'il y a une volonté forte. Alors c'est vrai, guidée un peu par les événements, par la nécessité de faire des économies dans le budget de la nation, mais il y a parfois des situations de crise qui sont des opportunités. Et effectivement, le fait de devoir réduire ces dépenses d'assurance maladie, ou tout au moins d'en restreindre la progression, amène
inévitablement à réduire le pourcentage d'hospitalisation avec hébergement. Et donc là aussi, nous avons une gigantesque opportunité dont nous devons nous saisir. La loi sur le vieillissement, Madame la Ministre, que vous avez portée et qui est effectivement là aussi un élément extrêmement fort pour construire une autre démarche. Et puis enfin, ne l'oublions pas aussi, puisque cela rejoint, malheureusement, la vie est ainsi faite, nos préoccupations, la loi sur la fin de vie, qui va aussi renforçant le respect qui doit être porté à la volonté des patients de décéder chez eux. Donc on le voit, nous avons aujourd'hui un grand nombre de bonnes fées qui sont finalement penchées sur le berceau de l'hospitalisation à domicile et notamment de l'hospitalisation à domicile collaborant avec les établissements médico-sociaux. Mais il faut néanmoins que nous allions plus loin et nous avons bien évidemment quelques attentes vis-à-vis, moi je dois le dire, vis-à-vis de l'élément central du gouvernement dont je viens de le dire, que beaucoup de choses sont déjà faites, mais vis-à-vis des agences régionales de santé, parce que je pense qu'effectivement, ce virage ambulatoire, cette place de l'hospitalisation à domicile doit être mieux trouvée et que je crois aux vertus de médiateurs des directeurs et de leurs équipes dans les ARS pour faire en sorte que le dialogue puisse s'instaurer entre les établissements d'accueil des personnes âgées ou plus globalement d'ailleurs des établissements médico-sociaux et les établissements d'HAD, notamment dans un contexte qui voit être mis très en avant l'échelon territorial et l'appréciation des besoins et des réponses à apporter à ces besoins. Attente également vis-à-vis des praticiens hospitaliers, pour que leur réflexe ne soit pas obligatoirement de mettre dans un lit le patient, et notamment le patient âgé, dont on sait à quel point cela peut susciter des dégâts parfois dans l'équilibre psychosomatique de ces patients. Et puis aussi attente vis-à-vis des praticiens libéraux, parce qu'il faut qu'ils fassent davantage d'efforts, il faut qu'ils donnent davantage du leur pour faire en sorte que soit écoutée la volonté des patients de rester chez eux. Donc, nous avons compris, et j'en conclurai là, qu'effectivement, nous avons les 9 acteurs qui sont signataires de cette charte à davantage collaborer, à davantage travailler ensemble, qu'à l'échelon local, cela va vouloir dire, et les réponses qui sont apportées en témoignent bien, que les HAD et les EHPAD notamment vont devoir mieux communiquer, mieux échanger, mieux collaborer, mieux partager. Finalement, les verbes que j'emploie ne sont simplement que le reflet du défaut dont on sait qu'il est majeur dans notre système de santé, le système médico-social. C'est ce côté très compartimenté des acteurs et cette grande difficulté qu'ils ont à partager, à échanger. Nous pouvons modestement, à notre niveau, en donner un exemple. Alors, au nom des signataires, tout comme cela va être fait dans quelques instants pour les représentants des structures de personnes âgées au niveau des fédérations, je veux vraiment me féliciter de cette démarche très partenariale, qui est un beau geste d'unité. Et je trouve que ces gestes d'unité, nous en avons besoin. Et je veux publiquement remercier les uns ou les autres d'avoir effectivement saisi la main tendue par la FNEAD et d'avoir accepté ce projet, d'avoir suivi cette initiative. Et puis, Madame la Ministre, très sincèrement vous remercier de votre engagement et votre présence à nos côtés sont un très beau symbole. Et je vous en remercie, nous vous en remercions. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci Madame la Ministre d'être présente. Je suis très heureuse dans ce salon Santé Autonomie, en tant que déléguée générale du CINERPA, de représenter l'ensemble des fédérations du secteur médico-social personnes âgées, la FHF, la FEAP, qui ont été signataires, la FNADEPA, les groupes mutualistes dont on a cité tout à l'heure, et puis évidemment FHP qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et voilà, donc je suis vraiment très heureuse d'être là pour les représenter. C'est vrai que je voudrais également faire un remerciement tout particulier aux équipes techniques qui ont travaillé pendant des mois et qui ont travaillé en excellente intelligence tous ensemble pour nous proposer des projets très intéressants. Évidemment, c'est le début, mais c'est aussi pour nous une ouverture qu'on n'avait jamais, vers laquelle on n'avait jamais osé aller. Depuis plusieurs années, le secteur des EHPAD s'ouvre et tous les acteurs s'ouvrent les uns. Et d'ailleurs, dans ces temps
de contraintes budgétaires importantes. Finalement, le pari que les professionnels font et doivent faire, c'est de s'unir pour trouver les meilleures solutions. Et vraiment, c'est un exemple, là en l'occurrence, avec ce partenariat avec la FNEAD sur l'hospitalisation à domicile. Pour les fédérations, c'est un appui pour pour les établissements médico-sociaux, c'est un appui évidemment pour les salariés, évidemment, les personnels qui s'occupent de nos personnes âgées. C'est également des travaux à venir sur des sujets qu'on n'a pas toujours le temps de traiter en établissement, où on n'a pas toujours les moyens de les traiter. Je pense notamment aux soins palliatifs, à tout ce qui est autour de la fin de vie et de la prise en charge de la douleur. Donc vraiment, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, puisque on se parle assez peu entre les différents acteurs du secteur, et les EHPAD maintenant parlent de plus en plus au domicile, le sanitaire au médico-social, et c'est ce qui va nous permettre, malgré cette tension budgétaire permanente actuellement, de trouver de nouveaux modèles d'accompagnement et de toujours mieux accompagner les personnes âgées que nous avons en établissement. Donc nous souhaitons évidemment travailler à réduire les hospitalisations, c'est déjà quelque chose que nous souhaitons faire, et puis nous en avons beaucoup parlé récemment. Il y a effectivement encore des freins dans la bonne application de l'achat en EHPAD, des freins parce que les établissements sont peut-être effectivement connaissent mal le dispositif, et ça va être à nous de bien leur faire connaître. Et des freins également dans le type de prise en charge que l'on peut faire en HAD, où là aussi on pourrait à terme discuter tous ensemble du bon périmètre d'intervention. Et puis nous sommes vraiment tous volontaires pour faire avancer ce dossier rapidement et tous ensemble. Donc merci à tous, merci aux fédérations signataires, merci à Elisabeth Hubert. Et puis allons signer alors. Alors je vous propose juste avant de signer de laisser la parole à Madame la Ministre. Pardon, je croyais que ça se passait là-bas. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations, Mesdames et Messieurs, je partage avec vous le plaisir de me retrouver ici à vos côtés pour que soit signée cette convention, puisque je vais juste accompagner la signature de la convention pour l'hospitalisation à domicile des personnes âgées dans les établissements pour personnes âgées dépendantes. Et je souhaite apporter tout mon soutien à cette démarche, parce que cette démarche incarne, manifeste l'ambition commune, celle d'agir en faveur de l'autonomie des personnes âgées et du bien vieillir. Et nous le savons, relever le défi du vieillissement, c'est d'abord mobiliser l'ensemble des politiques publiques, l'ensemble des acteurs, familles, professionnels, pouvoirs publics en somme, l'ensemble de la société, afin que nous soyons en mesure d'offrir une prise en charge globale, coordonnée et adaptée aux besoins spécifiques des personnes âgées. C'est pourquoi je tiens à souligner que cette convention marque d'abord la volonté des fédérations d'agir de manière partenariale avec le soutien du gouvernement dans une démarche qui sera porteuse d'efficacité parce qu'elle est pertinente. Les objectifs fixés par la convention s'inscrivent en pleine cohérence avec le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, et je tiens à cet instant à saluer la présence ici du sénateur Labazé, rapporteur, co-rapporteur avec un de ses collègues de ce projet de loi au Sénat. Ce texte a vocation à accompagner la perte d'autonomie, mais aussi à l'anticiper afin de la reculer au plus tard ou d'empêcher qu'elle ne s'aggrave à l'occasion d'événements qui auraient pu être évités. Ce texte propose un véritable changement de paradigme parce que je suis convaincue que nous devons aujourd'hui casser les silos existants que vous avez toutes les deux évoqués dans vos interventions précédentes. Agir en faveur de l'autonomie des personnes, c'est se donner les moyens de répondre au mieux à des besoins pluriels, divers et évoluant au fil du parcours. Or, cela ne sera rendu possible qu'en créant les conditions d'une meilleure coordination entre les différents acteurs auprès des personnes âgées. Comme l'a souligné hier Marisol Touraine, lors de l'inauguration de ce salon, nous ne devons plus penser le sanitaire d'un côté et le social de l'autre. À ce titre, cette convention de partenariat est aussi emblématique des objectifs poursuivis par la loi de modernisation de notre système de santé, qui entend notamment améliorer la coopération entre les professionnels.
Dans le cas présent, il s'agit de créer des lieux d'échange et de collaboration entre les professionnels de l'aide à domicile et ceux du soin, ainsi que les gestionnaires d'établissements, mais aussi avec les opérateurs qui proposent des actions de prévention et détectent l'isolement des personnes âgées. C'est une dynamique que nous mettons en œuvre au travers de la promotion des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, les SPASAD, ou encore par le développement de l'expérimentation PAERPA, qui vise à faire une prise en charge continue de la personne, en particulier aux sorties d'hospitalisation. Mais bon, je n'explique pas ici ce qu'est un PAERPA, c'est un sigle, pour barbare qu'il soit, qui est partagé par l'ensemble des participants à cette signature de convention. Le système de l'hospitalisation à domicile participe pleinement de cet effort, car il permet de générer et de nourrir les liens nécessaires entre patients et prescripteurs, mais aussi entre médecine de ville et hôpital. La HAD en EHPAD est aujourd'hui peu développée, vous l'avez bien évoqué, l'enquête l'a montré également, et elle l'est de façon hétérogène sur le territoire. Or, nous l'avons vu, celle-ci revêt de nombreux intérêts et fait l'objet d'une demande croissante. Et le développement de l'hospitalisation en EHPAD présente des intérêts réels à la fois pour le patient, pour les établissements de soins et pour les EHPAD. C'est une opportunité dont vous avez, et je vous en félicite encore, chacun décidé de vous emparer. Permettre à une personne âgée d'être hospitalisée en EHPAD, c'est d'abord réduire les risques d'infection nosocomiale. C'est offrir un accompagnement sans rupture avec les professionnels de santé auxquels elle est habituée et qui la connaissent bien. C'est éviter la perte de repères, c'est maintenir une qualité de vie, mais c'est aussi, en cas de soins palliatifs, éviter le décès en établissement de santé en conservant un environnement qui est familier à la personne. L'hospitalisation en EHPAD permet aussi et surtout d'éviter de générer ou d'aggraver une situation de fragilité. Plusieurs études tendent à montrer en effet qu'une part non négligeable de personnes âgées sont devenues dépendantes après une hospitalisation, plus dépendantes après leur hospitalisation qu'elles ne l'étaient au moment de l'admission. Parmi ces personnes âgées, il semblerait que dans 25% des cas, cette perte d'autonomie soit liée aux conditions de la prise en charge au sein de l'hôpital. Il est donc aujourd'hui essentiel d'éviter le recours à l'hospitalisation lorsqu'il n'est pas strictement nécessaire afin de prévenir la venue de cette dépendance dite iatrogène. Pour les structures d'hospitalisation à domicile, le développement en EHPAD permet aux professionnels d'exercer leurs soins dans un environnement médico-social et de se concentrer sur leur technicité. Pour les EHPAD, l'hospitalisation de leurs résidents au sein de leur établissement constitue l'opportunité d'avoir recours à des professionnels de soins développant leur expertise et ainsi de recentrer les différents personnels sur leur cœur de métier respectif en parfaite complémentarité. Le développement de l'hospitalisation en établissements sociaux et médico-sociaux constitue donc un des enjeux majeurs auxquels nous devons nous atteler et auxquels vous vous êtes déjà attelés. Le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes mène actuellement une évaluation afin d'identifier les freins éventuels au recours à l'HAD. Et je sais, Madame la Présidente, que vous suivez de près et vous participez probablement aussi à cette évaluation. Les résultats de cette évaluation sont attendus d'ici la fin de cette année 2015. De façon complémentaire, l'enquête que vous avez menée présente déjà des premières conclusions qui devront contribuer à l'amélioration et à la réussite du dispositif. Cette enquête montre notamment que des prises en charge importantes sont d'ores et déjà réalisées, pansements complexes, soins spécifiques, soins palliatifs. Par ailleurs, elle formule des pistes d'amélioration intéressantes dont la nécessité d'une meilleure connaissance réciproque des acteurs, l'anticipation des demandes de prise en charge ou encore le travail d'acculturation. Aussi, je souhaite saluer ce travail, vous encourager aujourd'hui à poursuivre votre action en faveur du développement de l'HAD, c'est le sens de ma présence à cet instant. Au regard de la démarche présentée aujourd'hui, je suis certaine que la mobilisation des 9 fédérations, aussi reconnues que les vôtres, se révélera fructueuse. Votre implication et votre détermination à mettre en œuvre des travaux communs participera concrètement et de manière remarquable à améliorer l'accompagnement et le bien-être de nos aînés. Je me félicite aussi à ce titre que cette convention associe une pluralité d'acteurs du secteur public et privé, associant les gestionnaires et les médecins. Aux côtés de l'action menée par le gouvernement, vous contribuez aujourd'hui pleinement à la mobilisation qui permettra de réussir cette transformation collective qu'est l'adaptation de notre société au vieillissement d'une partie de plus en plus nombreuse et de plus en plus longtemps de la population. Je vous remercie de votre attention.
Merci Madame la Ministre. Je vous propose que nous nous délocalisions au cœur du village pour la signature de la convention.